Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un plaisir d'animer cette table ronde. Je remercie la Fondation pour la confiance. Depuis des années qu'on collabore ensemble. Je vais commencer déjà par le début et présenter les participants et participantes à cette table ronde. Donc, nous avons Magali Besson, qui est philosophe et a écrit plusieurs livres et articles sur la question de la réparation des injustices historiques, notamment Faire justice de l'irréparable, esclavage colonial, responsabilité contemporaine et lexique des réparations de l'esclavage. Nous avons aussi avec nous Myriam Kotias, directrice du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavage, le CIRESC, historienne, spécialiste de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. Elle a coordonné entre 2016 et 2020 le programme Repairs, réparation, compensation et indemnité au titre de l'esclavage, Europe, Amérique, Afrique. Le but de ce programme était double, analyser les indemnisations versées aux propriétaires esclavagistes lors des abolitions et analyser les demandes de réparation formulées depuis 1945 dans le monde entier. Et puis nous avons également Maël Lavener, chercheur sur l'inégalité raciale, International Inequalities Institute, London of School Economics, historien. Il a travaillé pour sa thèse sur les Antilles post-esclavagistes. L'intitulé, c'est « Décolonisation et changement social aux Antilles françaises, de l'assimilation à la départementalisation ». Il est aujourd'hui chercheur à l'International Inequalities Institute de la London School of Economics à Londres et travaille au développement d'une socio-histoire du changement social dans les sociétés post-esclavagistes de l'Amérique des plantations à partir d'une étude comparative entre la Jamaïque, la Guadeloupe et la Martinique depuis les abolitions de l'esclavage jusqu'à nos jours. Et puis enfin, Fanny Glissant, productrice et réalisatrice derrière Les Routes de l'esclavage, une série qui retrace l'histoire de l'esclavage depuis le début du Moyen-Âge européen jusqu'à la fin du système esclavagiste en 1888. Elle couvre un large horizon géographique, s'intéressant aussi bien aux Antilles, aux États-Unis et à l'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a un projet aussi qui arrive pour France Télévisions en 2025, dont vous nous parlerez peut-être plus tard. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est... de cette table ronde introductive, c'est de réfléchir sur la notion de réparation appliquée à une injustice historique, exposer les raisons pour lesquelles il est pertinent pour la France de 2024 de se poser la question de réparer l'esclavage colonial. Je voudrais commencer par Magali Besson. Que veut dire le processus de réparation d'un événement passé? Les différents enjeux de cette notion, philosophiques, juridiques, sociaux. Le concept de réparation ne se limite pas à des versements financiers. Quels sont les différents types de réparation? Et pouvez-vous nous donner un exemple de justice transitionnelle? Que pense-t-elle Ça fait beaucoup de questions en même temps, non? Okay. On commence par ça. Très bien, merci beaucoup. Merci de tes questions, merci de l'invitation. J'espère que vous m'entendez. Je suis un peu malade ce matin, donc ma voix porte moins bien que d'habitude. Donc, comme Kevin l'a rappelé, moi je suis philosophe. Et donc mon métier, c'est de m'intéresser aux concepts, aux définitions, aux usages, aux significations des concepts, éventuellement parfois aux effets. Et donc les questions qui m'ont été posées sont celles du sens de la réparation, et je m'y suis intéressée en philosophe politique, c'est-à-dire que signifie réparer lorsque par là on se préoccupe de répondre à des injustices du passé. Alors ça implique deux choses, ça implique d'abord d'essayer de déterminer en quoi ce passé était injuste et comment aujourd'hui on peut corriger l'injustice et donc proposer des formes de justice réparatrice. Donc comment évaluer l'injustice et la justice qu'on souhaite faire advenir aujourd'hui. Donc ça, c'est une question qu'on appelle normative, c'est la question de qu'est-ce qu'on doit faire et comment on évalue. Et puis, il y a aussi la question que Kevin m'a posée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on répare concrètement, en quoi consiste le geste de réparer, et à quoi peuvent bien ressembler des réparations. Alors, pour essayer de donner du sens à cette question donc, conceptuelle et normative, que sont les réparations et quand est-ce qu'elles sont justes, la référence au passé elle-même, et bon, vous en reparlerez bien évidemment, puis on l'a déjà entendu ce matin, est très instructive. En France, c'est le terme indemnité qui a été choisi et qui a accompagné la seconde et définitive abolition de l'esclavage, lorsque, Jean-Marc Ayrault l'a rappelé tout à l'heure, la Seconde République a accepté de dédommager les propriétaires d'esclaves pour la perte de leurs biens, puisqu'ils étaient considérés comme la partie lésée
par l'abolition de l'esclavage selon les droits de propriété exercés sur la main-d'œuvre captive. La loi d'indemnité de 1849 a accordé une compensation financière aux propriétaires. On trouve aussi ce terme d'indemnité dans un autre contexte qui a aussi déjà été évoqué tout à l'heure, c'est l'indemnité exigée par la France et accordée par Haïti en 1825, donc 200 ans l'année prochaine, en échange de la reconnaissance de l'indépendance de la jeune République noire, selon cette épithète qui a accompagné l'indépendance. L'indemnité, alors ce que le New York Times, lui, a appelé la rançon de l'esclavage, est comparable à un autre type d'indemnité, alors qu'elle se distingue pas mal des autres indemnités de l'esclavage. Elle est comparable à ce qu'on a appelé la loi dite du milliard aux émigrés, elle aussi votée en avril 1825, et qui a consisté à dédommager les membres des anciens ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, qui ont perdu leurs biens, saisis et vendus comme biens nationaux, lorsqu'ils ont fui en France pendant la Révolution française. Et donc, dans les deux cas, en avril 1825, avec la loi d'indemnité haïtienne et la loi d'indemnité du milliard dit aux émigrés, c'est la logique de la restauration qui était en jeu. Tenter de faire table rase des changements opérés par la Révolution, revenir à l'ordre ancien, c'est-à-dire l'ancien régime, répondre aux violations du droit de propriété de l'ancienne classe dominante. Alors, ce que nous apprend un peu cette plongée dans le passé, c'est que la réparation juste, d'accord, donc si on se préoccupe justement, encore une fois, de se demander ce qui est juste lorsqu'on répare, ne peut pas être le strict équivalent de la compensation ou indemnisation financière, ni de la restauration comme une espèce de fantasme d'un retour à un passé auquel on voudrait revenir. Si on veut réparer une injustice et faire par là œuvre de justice réparatrice, on ne peut pas se contenter de revenir en arrière, comme si on pouvait remonter le mouvement de l'histoire, ça n'aurait aucun sens, et on ne peut pas non plus simplement essayer de faire équivaloir une logique financière. On reviendrait à ce que Césaire condamne par ailleurs, comme là aussi ça a été rappelé tout à l'heure. On doit s'interroger sur la légitimité du passé et sur la légitimité de l'avenir qu'on essaie de faire, de réaliser par précisément ces gestes de réparation. Donc au fond, la réparation, en effet, ne répond pas au passé, elle répond au présent, mais plus encore, elle vise l'avenir. Et c'est ça, je crois, qui est fondamental. Avec la justice réparatrice, on se préoccupe d'un projet politique commun, de ce que nous pouvons vouloir ensemble dans un nous renouvelé et que nous repensons aujourd'hui pour demain. C'est ce qu'un autre philosophe, Michael Walzer, appelle la justice pour les enfants, c'est-à-dire la justice pour les prochaines générations. Donc la plongée dans l'histoire nous montre donc que pour réparer, nous avons besoin de nous préoccuper de l'avenir. Nous avons besoin de quelque chose d'autre que la compensation ou la restauration. Il y a un champ d'études assez massif qui s'est développé dans les 20 dernières années qui s'appelle les Reparation Studies, les études de réparation, dans lesquelles les chercheurs étudient de nombreux gestes de réparation, de nombreux dispositifs, de nombreuses manières de se rapporter à un passé injuste pour produire de l'avenir plus juste, et notamment, parmi les différentes mesures étudiées au nom des réparations, on peut trouver l'effacement de la dette, les réhabilitations, les restitutions, tout ça on va en parler je crois beaucoup dans les ateliers, et puis peut-être aussi, les commémorations, l'ouverture d'archives, l'éducation, l'aide à la recherche, les réenterrements respectueux, l'accès aux soins physiques, psychologiques, l'accès à l'aide, la dépollution des terres, des points d'eau, etc. Tout ça, tous ces dispositifs sont des dispositifs de justice réparatrice étudiés comme tels dans bien des contextes. Alors, on a une énorme diversité, et pour la philosophe que je suis, cette diversité est un peu gênante parce qu'on a du mal à théoriser à partir d'une très grande diversité. Comment faire pour théoriser, et est-ce que toute cette diversité s'applique à la question qui est la nôtre ici aujourd'hui, c'est-à-dire celle de l'esclavage? Il me semble que pour arriver à saisir la diversité et à appliquer ces questions de justice réparatrice à l'esclavage, il faut un changement de paradigme. Il faut arriver à penser différemment la question de la réparation. Il faut arriver à penser comment réparer nous oblige à renouveler nos manières de penser la justice, l'État,
la France, le nous, toutes ces questions qui ne peuvent pas être simplement tranchées si on entend par réparation ce type de compensation qui se produit devant des tribunaux, mais sans que, en vérité, soient véritablement transformées les structures juridiques, politiques, économiques et sociales dans lesquelles nous vivons. La justice réparatrice est bien plus que la justice judiciaire, la justice dans les cours, la justice des tribunaux. La justice réparatrice doit s'entendre sous le modèle de la justice transitionnelle, et c'est la question que tu me posais, Kevin. Donc la justice transitionnelle, c'est ce type de mécanisme qui a été proposé à la fin du XXe siècle, au départ pour saisir la transition de sociétés qui sortaient de guerres civiles ou de régimes autoritaires et qui allaient vers plus de démocratie, plus de justice, et on a en tête les grands modèles de l'Afrique du Sud, du Chili ou de l'Argentine. Et c'est là que la justice transitionnelle a commencé à être un peu théorisée en tant que telle. La proposition du changement de paradigme, c'est de dire que la France, et avec la France les autres anciennes puissances coloniales européennes notamment, sont en réalité beaucoup plus semblables qu'elles ne le croient et qu'elles se le représentent à l'Afrique du Sud, le Chili ou l'Argentine, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus profondément travaillées, clivées et fragilisées par un passé qui ne passe pas, pour reprendre les termes d'Henri Rousseau dans un autre contexte, c'est-à-dire par un passé qui crée du conflit aujourd'hui. Et il faut transitionner, c'est-à-dire il faut aller vers de la démocratie et de la justice. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire. Nous ne sommes pas encore des démocraties installées, terminées, dans lesquelles tout serait résolu. Nous n'aurions que, de manière routinière, qu'à ronronner dans notre démocratie. La justice transitionnelle est née de la conviction que la reconstruction de l'état de droit est indispensable pour mettre fin à un cycle de ressentiment, de retour du refoulé, de violence et de spectres qui hantent sans cesse notre présent. Et c'est là le rôle de la justice, pas seulement au sens judiciaire, mais en un sens social, redistributif et politique. Et c'est pourquoi la justice transitionnelle a été d'emblée chargée de la réparation des crimes de masse pour refonder une communauté politique. Et c'est pourquoi on peut la mobiliser aujourd'hui pour répondre aux crimes contre l'humanité que la France a déclarés comme tels, qui ont été les traites et les esclavages. Les effets systémiques des traites et de l'esclavage, des crimes contre l'humanité, n'ont pas été traités, n'ont pas été diagnostiqués, n'ont évidemment pas été corrigés, et ils se manifestent sans cesse dans le tissu ordinaire de nos interactions aujourd'hui et de nos structures sociales. Nous le voyons notamment dans les effets qui ont été mentionnés ce matin d'inégalité raciale et de racisme systémique que nous connaissons bien aujourd'hui. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, mais je pourrais encore proposer d'autres typologies, mais je pense qu'il faut... Voilà, on y reviendra dans la discussion, j'imagine. Je découvre avec surprise que nous ne vivons pas encore dans des démocraties parfaites. C'est bien. Voilà. La question suivante, c'est pour Myriam Cothias. Pouvez-vous revenir sur les revendications et initiatives dans le monde entier autour des réparations de l'esclavage ces 20 dernières années ? Quelles leçons peut-on tirer des initiatives à l'étranger ? Je pense notamment aux États membres de la CARICOM. Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de ces questions, Kevin, qui sont vastes. Et moi, j'aurais voulu dire combien la question de la réparation et celle des indemnités, comme tu l'as dit, sont étroitement liées et ont justifié aussi toutes les revendications qui ont eu lieu ces 20 dernières années. Mais avant cela, je voudrais juste faire un petit tableau assez rapide, en tant qu'historienne, de ce qui se passe au moment des abolitions de l'esclavage dans le monde. Parce qu'il y a plusieurs typologies, en fait, qui se mettent en place. On a le modèle français qui, à la fois, déclare au moment de la réinstauration de la Deuxième République que l'abolition de l'esclavage est la réparation et construit une égalité entre les citoyens, des citoyens qui étaient, des personnes qui étaient mises dans des relations asymétriques auparavant. Alors, bien sûr, construction d'une démocratie largement imparfaite, puisque les rapports sociaux et les procès de travail ne changent guère dans les anciennes colonies françaises.
Et puis, dans un deuxième niveau moral, alors le premier niveau étant moral, le deuxième est financier, et lie, comme tu l'as dit, la question de l'abolition au versement des indemnités aux propriétaires d'esclaves, reposant la question de la propriété des corps, et créant de fait un hiatus entre une position morale de la République, où il y a une égalité qui est posée, et puis cette indemnité qui remonétise en fait les corps anciennement esclaves, qui vont d'ailleurs conduire, on l'a dit plusieurs fois ce matin, mais conduire Aimé Césaire en fait à repousser la question des réparations sur cette base-là, disant qu'on ne pouvait pas remonétiser des corps qui avaient été libérés. Donc ces deux niveaux qui coexistent en France, mais pas seulement en France. Et voilà, et c'est ça que je voulais vous montrer, comment il y a des différences entre les anciennes colonies européennes de l'Atlantique et de l'océan Indien, où il va y avoir des indemnités financières pour les propriétaires, en fait, quel que soit le type d'abolition. Et là, on arrive dans des typologies, mais qui sont importantes, puisque on a des abolitions qui vont être graduelles, et notamment dans l'Empire en Grande-Bretagne, avec le Slavery Abolition Act, qui est édicté en 1833, appliqué en 1834, mais une abolition qui va de pair avec du travail forcé pour les nouveaux affranchis entre 4 et 6 ans. C'est le cas aussi pour le Canada, où il va y avoir, le Canada appartenant au domaine anglais, où il va y avoir une abolition définitive de l'esclavage en 1833, mais aussi des indemnités qui vont... une abolition définitive avec des indemnités, et puis auparavant, pour certaines colonies comme le Québec et l'Ontario, pas d'indemnité. Bon, le Danemark également, où il va y avoir une indemnité financière aux anciens propriétaires d'esclaves, et aussi ce travail forcé. Ce qui fait que dans cet ensemble-là, et je ne parle pas des Pays-Bas ou de l'Espagne pour ne pas être trop longue, mais en tout cas, on est dans des systèmes où l'abolition, contrairement à la France, n'est pas une abolition immédiate. Elle va l'être pour la Suède, pour la France. Elle va l'être aussi pour les colonies françaises de ce premier empire colonial, à savoir le Sénégal, mais aussi Nosy-Bé, mais aussi Sainte-Marie de Madagascar, où il va y avoir, et Mayotte aussi, où il va y avoir des questions d'indemnité. Et je fais une assise parce qu'elle est importante, et elle a à voir avec la conception aussi de la citoyenneté dans ce milieu du 19e siècle. C'est l'Algérie. L'Algérie qui est comprise dans le décret d'abolition de l'esclavage, mais pour lequel il ne va pas y avoir d'indemnité, pour des raisons qui sont civilisationnelles très clairement, et qui sont liées à la question de la religion, et notamment la religion musulmane. Autre ensemble qui se dégage, ce sont les nouveaux États indépendants des Amériques, qui se sont émancipés des États coloniaux et qui vont créer des systèmes absolument hybrides, puisqu'ils vont conjuguer plusieurs modalités d'émancipation. Je pense par exemple à la Colombie, où il y a une abolition immédiate, mais qui va être précédée d'une loi qu'on a appelée la loi des ventres libres, qui va donner la liberté aux enfants esclaves qui naissent à partir de 1821, et qui va progresser comme ça jusqu'en 1851, où il va y avoir une abolition immédiate avec indemnité des propriétaires d'esclaves. Le Brésil également, nation esclavagiste extrêmement importante, puisque ça représente 15% de la population esclave totale, qui reçoit vraiment un nombre de captifs de traite très important,
où là aussi il va y avoir une abolition définitive de l'esclavage, mais en 1888, sans indemnité, alors que là aussi, système du ventre libre, de l'abolition progressive des enfants à naître. Et là, dans un système, je vous parlais de système hybride, puisque les propriétaires d'esclaves dont les enfants, ou les enfants dans lesquels les plantations, sur lesquelles les plantations, les enfants vont être abolis, sont indemnisés. Donc vous voyez, il y a des modalités à chaque fois qui sont complètement différentes. Enfin, troisième exemple rapidement, c'est les États-Unis, avec une date d'abolition définitive de l'esclavage en 1865 et des États qui ont aboli progressivement l'esclavage entre les États du Nord et les États du Sud. Et on sait comment la guerre de sécession a joué un rôle très important, avec des indemnités d'esclaves dans certains États. Mais là, je parle totalement sous le contrôle de Magali, qui en a fait un sujet de ses études. Donc, indemnité dans certains États. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas un système global pour penser l'abolition de l'esclavage et pour penser les indemnités, mais au contraire, une multitude de situations. On a parlé d'Haïti, bien sûr, là où c'est un dialogue asymétrique entre État et État, d'État à État, où l'État haïtien va être obligé de dédommager les propriétés des colons français esclaves, avec toute une discussion sur qu'est-ce qu'on dédommage réellement, puisqu'il est dit que c'est la valeur des propriétés qui est dédommagée et non pas les corps mis en esclavage. Si tant est qu'on peut immédiatement dire que la production se fait avec une main-d'œuvre et que donc c'était une argutie, en tout cas pour argutie dans ce cas-là. Donc des situations disparates, mais qui ne veulent pas dire que les demandes de réparation datent du milieu du XIXe siècle. Et c'est-à-dire que la question des réparations ne se pose pas au milieu du XIXe siècle, mais qu'elle a été portée aussi par les esclavisés eux-mêmes. Dès le XVIIIe siècle, on trouve des esclavisés qui viennent demander réparation auprès de leur maître pour être dédommagés en fait de leur vie passée sous l'esclavage. Et pour les Antilles françaises, on peut dire que précisément tous ces débats, enfin tous ces cas qui sont portés devant les tribunaux ont aussi cette finalité qui est de réclamer sa dignité, à travers ces procès. Donc la résurgence de la question des réparations, finalement, et on l'a déjà dit, c'est le signe de ce non-aboutissement du processus de mise à égalité entre des acteurs sociaux et, réciproquement, ou à l'inverse, le maintien de l'inégalité sociale. Et les réparations posent vraiment directement la question du maintien dans les sociétés contemporaines de rapports sociaux racialisés et hiérarchisés, hérités de l'esclavage. On peut dire que cette mobilisation du passé, Magali l'a dit et je la suis complètement là-dessus, la mobilisation du passé, actuellement, sert à réclamer une nouvelle définition de la citoyenneté et à dénoncer le racisme et les discriminations. Et pour cela, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. On a parlé de la CARICOM qui se mobilise à partir de septembre 2013, qui mobilise tous les États de la Caraïbe pour lancer une campagne contre la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Norvège, la Suède et le Danemark.
afin d'obtenir des réparations. On a parlé de leur programme en 10 points. La question des réparations, donc, elle va ressurgir à l'occasion à la fois de prise de conscience sur ces rapports inégalitaires, mais aussi de violence due au racisme systémique. Je rappelle qu'aux États-Unis, le mouvement Black Lives Matter va reposer la question des réparations, une question qui n'avait pas été mobilisée auparavant, mais que le mouvement pose pour réclamer de la justice dans un sens qui est à la fois éthique et qui est celui de la réforme judiciaire. Alors, quelle réponse? Quelle réponse après ce long détour, mais qui me semblait nécessaire parce que la question des réparations est toujours envisagée comme une question globale, mais qui en fait se pose de façon globale, mais a des réponses qui doivent être données à un niveau national, ou en tout cas dans le croisement avec des situations nationales. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement a décidé d'abonder un fonds de 200 millions d'euros pour résoudre les effets contemporains du racisme. Il y a aux États-Unis des structures à un niveau privé, qui ne sont pas celui de l'État, qui ont été adressées, qui ont été données par la Chase Manhattan Bank ou l'université de Harvard, de Columbia, de Howard, entre autres, qui ont financé, pour justement répondre à cette demande de réparation, de financer des bourses d'études spécifiques pour les afrodescendants. Il y a également en 2020, l'Europe a demandé l'adoption de plans nationaux également pour prendre en compte le passé colonial et combattre le racisme structurel, et un certain nombre d'actions comme par exemple rebaptiser le nom de rue, modifier la façon d'écrire l'histoire, accepter que tous les acteurs et les actrices de l'histoire de l'esclavage soient inscrites dans un récit national, sont des moyens, à mon sens, de réparer l'esclavage. Et à ce titre-là, la France a eu une politique concernant le passé esclavagiste. On a parlé du Comité pour la mémoire de l'esclavage. La Fondation est un exemple extrêmement puissant pour cela, mais il y a aussi des commémorations qui sont faites, des soutiens aux programmes de recherche, entre autres, et un ensemble de politiques qui ont été menées. Alors, à mon avis, qu'est-ce qui fait problème? Non pas que ces politiques soient suffisantes et qu'elles résolvent tous les problèmes, mais ce qui fait question, me semble-t-il, en France, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu identification de ces politiques publiques sous le terme de réparation. C'est-à-dire que moi, je crois à l'effet performatif du langage, et je pense qu'il est extrêmement important que des politiques qui vont dans ce sens-là soient qualifiées de réparation. Or, on voit bien qu'en France, c'est ce qui pose problème. La reconnaissance de ce passé esclavagiste est un blocage, et malgré toutes les politiques, toutes les actions qui sont menées, que ça soit par des acteurs privés ou publics, et plus publics en l'occurrence, cette reconnaissance du passé esclavagiste est un point de blocage. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer au-delà pour, me semble-t-il, certaines raisons qui tiennent au fait qu'il est impossible de discuter de vraiment ce que c'est que la République, ce que c'est que vraiment l'universalisme. Et là, on peut convoquer l'universalisme latéral de Souleymane Bachir Diane, où il dit que l'universalisme n'est pas une sorte de notion écrasante qui définit en elle-même ce que doit être la République, mais qu'au contraire, il faut tenir compte de tous les groupes qui définissent une société. Et je m'arrête sans doute là, ayant
Pas de problème. Il y a plein de choses qu'on va reprendre, notamment les questions autour de l'éducation, etc. Mais je voudrais donner la parole à Maëlle Lavener. Vous avez travaillé sur les conséquences de la départementalisation de 46. Comment regardez-vous les événements de ces dernières années dans les Outre-mer et peuvent-ils être vus comme des conséquences du système de l'esclavage, dans un premier temps? Merci Kevin pour la question. Alors, plutôt que de parler de conséquences du système colonial esclavagiste, le président de la Fondation, Jean-Marc Ayrault, l'a rappelé tout à l'heure, il a rappelé la complexité de l'histoire. Je parlerai plutôt de continuité. Je pense qu'on peut observer toute une série de contextes politiques, économiques, sociaux qui se sont succédés après l'abolition de l'esclavage, dans les Antilles françaises notamment. Et on peut dire que depuis 1848, il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais il y a aussi pas mal de choses qui n'ont pas changé. Parmi les choses qui n'ont pas changé, je pense d'une part aux acteurs économiques qu'on peut trouver à la hiérarchie, à la tête des hiérarchies sociales et socio-économiques qu'on trouve dans ces territoires, d'une part. Et d'autre part, lorsqu'on regarde les couches sociales populaires et les classes moyennes, il y a aussi une autre continuité qu'on peut observer, c'est la présence majoritaire des personnes afrodescendantes et indodescendantes. Si on n'a pas de statistiques sur la question précisément, il y a tout un ensemble de sources anthropologiques qui permettent de voir que les personnes qui, dans ces sociétés, dénoncent le plus la précarité, la misère sociale, les frustrations sociales, sont des personnes issues de ces groupes socio-ethniques. Donc, comment, et je dirais aussi pour faire le lien, parce que tu poses la question du lien avec les événements d'aujourd'hui, je dirais que lorsqu'on regarde le nom choisi par le groupe qui mène un mouvement en Martinique en ce moment, je pense que c'est une expression de ce que je viens de dire sur le terme des continuités affectant des groupes socio-ethniques particuliers. Alors, comment on peut comprendre ça avec une approche socio-historique? Là, je vais renvoyer du coup à ce qui se passe effectivement après l'abolition de l'esclavage. On a parlé de l'indemnité, qui est un élément fort. Il y a effectivement la loi du 30 avril 1849, qui, sur le plan économique et financier, très concrètement, se caractérise par 126 millions de francs répartis à l'échelle des colonies, mais avec comment dire ça, une idée très particulière qui est, dès le départ, de consacrer une partie de cette indemnité, 6 millions, à la création de systèmes bancaires et financiers colonial. Dans ce système bancaire et financier colonial seront intégrés de manière directe en tant qu'actionnaires les propriétaires les plus importants par rapport à la valeur de leur indemnité. Cette loi elle est suivie de la loi du 11 juillet 1851 qui va permettre de créer ce système financier bancaire colonial à partir de 1852. Au départ, cette loi, elle prévoit que ce dispositif s'applique pour une période de 20 ans. Elle a été prorogée et la prorogation en dit long sur les continuités dont il est question. Au début du XXe siècle, on voit toute cette continuité sur le plan socio-économique. Eugène Revers, par exemple, qui a étudié la Martinique des années 30, parle de fortunes de 10 à 15 millions d'anciens francs qui sont courantes dans le cercle des usiniers et des planteurs en Martinique. Au même moment, dans les années 30, il y a toute une littérature qui montre comment, au niveau des populations ouvrières, la plus grande caractéristique qui ressort est celle de la misère sociale. On est dans un contexte qui est celui de la dépression des années 1930, qui suit le crash boursier de 1929 aux États-Unis, qui impacte ces économies, qui montre aussi que la question des continuités dans nos territoires doit être vue aussi par rapport à l'intégration de nos économies dans un système capitaliste qui est la source en fait de l'émergence des économies de plantation dès le XVe siècle, dès la création de la première bourse
à Anvers en 1460. Il faut bien comprendre tout ça lorsqu'on parle de continuité. Mais pour revenir à ce XXe siècle, donc, on a dans les années 1930 déjà une grande disparité entre l'élite économique et les basses couches sociales. En fait, ce que je veux dire, c'est que les familles, les acteurs économiques qui dominent encore la vie économique dans ces territoires aujourd'hui, sont issus d'une transition post-esclavagiste qui leur a permis, avec ce support financier, de se maintenir, non pas de manière unilatérale, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a une continuité stricte entre tous les acteurs économiques qui avaient peut-être un rôle important sur le système esclavagiste. Au contraire, on voit qu'il y a tout un jeu de concurrence économique, de réussite et de faillite, avec la création du système financier bancaire colonial à ce moment-là. Il soutient des tentatives des entreprises qui aboutissent parfois, qui échouent certaines fois, certains parleraient d'une sélection naturelle. En tout cas, voilà, il y a tout un écrémage qui se fait progressivement en fonction des capacités, en fonction des enjeux, des paris. Et dans toute cette transition, il y a un dispositif qui permet effectivement à certaines familles présentes dans le système esclavagiste de se maintenir. L'une des familles qui est remise en cause au niveau des revendications qu'on observe aujourd'hui, on peut dire que par exemple à la fin du 19e siècle, elle fait partie des plus grands usiniers de la Martinique et se retrouve toujours en tête de course. On peut retrouver encore un autre membre à la présidence du syndicat des planteurs et rômiers en 1954. Au moment où, lorsque moi qui étudie effectivement plus finement cette période, on est dans un contexte, le début de la départementalisation, où du côté des administrateurs publics, on tente, avec toutes les difficultés, qu'elles soient culturelles, dont on a déjà évoqué, ou autres, on tente de départementaliser ces territoires qu'on a du mal à voir en tant que département. Et dans ce processus, il y a l'idée d'intégrer ces départements à la planification économique nationale qui est lancée dès l'après-guerre, notamment par Jean Monnet, entre autres, pas que lui. Et dans cette planification économique, il y a, à partir de 1954, des commissions qui sont créées spécifiquement pour ces départements d'outre-mer. Ils sont devenus des départements d'outre-mer, il faut quand même le souligner, que c'est issu d'une conception même, d'une interprétation de la loi d'assimilation de 1946, qui ne parle pas de département d'outre-mer, mais qui parle de la création de départements qui deviennent des départements français. Donc, juste pour souligner qu'un des commissaires, en fait, dans une étude très concrète sur justement les circuits de distribution dans ces territoires et qui s'intéresse déjà à la question de la vie chère, parce qu'il faut savoir, pour rester aussi dans ce contexte, que dans le contexte précis de l'après-guerre et du début de la départementalisation, le coût de la vie va devenir ce que j'appelle un des premiers enjeux cruciaux du progrès social. C'est-à-dire qu'il va devenir le catalyseur au niveau des syndicats, au niveau des revendications ouvrières, mais aussi des classes moyennes, de ce que représente la possibilité de s'élever un peu mieux au niveau des conditions sociales. Et il est directement lié à une aspiration sociale qui va vers l'idée que légitimement, on peut aspirer à mieux sur le plan social dans ces sociétés. Et le commissaire en question, il relève que lorsqu'il étudie un petit peu les circuits de distribution et la structure des choses telles que les choses sont en place, que même si un acteur économique nouveau voudrait venir bouleverser un petit peu les choses telles qu'elles sont organisées, une guerre économique les rappellerait gentiment à la sagesse dû au fait que les banques restent contrôlées par des acteurs économiques locaux et des négociants métropolitains, et que c'est un peu le noyau, le centre de tout ça. J'ai une petite question, je me permets de rebondir. Est-ce que le fait, justement, tu parlais de continuité, est-ce que le fait, pour les Antilles françaises, de rester dans un cadre, on va dire, de département, dans un ensemble avec l'ancienne métropole, enfin avec la métropole, exacerbe ou maintient
ces inégalités plus que dans les pays de la CARICOM qui sont devenus des États souverains indépendants? Alors, c'est très intéressant. Moi, de par mon analyse de ce que j'observe, ce qui m'interpelle le plus, notamment, et c'est ce que je suis en train de développer en ce moment, c'est l'argument selon lequel, lorsqu'on regarde les données aujourd'hui et toutes les statistiques sur le plan socio-économique, on se rend compte que finalement, la question de l'intégration à la métropole dans le cas des Antilles françaises ou la question des indépendances ne va pas changer le destin socio-économique de ces territoires. Il y a toute une série de littératures qui montrent qu'en Jamaïque, des familles créoles ont réussi à se maintenir à la tête des hiérarchies économiques, avec effectivement une disparité par rapport à chez nous, avec un peu plus de concurrence, par exemple, des familles syriennes et chinoises, dans le cas de la Jamaïque. Le cas de la Barbade est celui qui se rapproche le plus des Antilles françaises, et particulièrement de la Martinique, où la continuité est beaucoup plus frappante, avec des 4-5 familles essentiellement créoles qui dominent encore vastement l'économie barbadienne aujourd'hui. À Trinidad, on voit encore ces continuités. Donc, sur le plan socio-économique, au final, on se rend compte que la transition et les continuités qui s'opèrent, notamment après les années 1960, après la Seconde Guerre mondiale, font rappeler qu'au-delà des contextes politiques différents, au-delà des empires coloniaux qui ont été différents, ça nous renvoie à cet ancrage en fait, de ces économies dans ce grand capitalisme mondial et à la question de, comme on le disait lorsque on se penche sur la question des réparations et comprendre tout ce fonctionnement, se rappeler que ces territoires sont intégrés à une économie mondialisée. Et dès le départ, dès l'émergence des économies de plantation et donc les sociétés de plantation. Et les inégalités socio-raciales qu'on observe aujourd'hui en tant que continuité de ces économies de plantation, de ces sociétés de plantation qui se sont modernisées, transformées, mais en gardant leur structure coloniale, sont liées en fait à des intérêts qui sont présents économiquement dès la création de ces sociétés et qui le restent aujourd'hui et qui continuent à déterminer les circuits de capitaux. Donc, je pense que ce qu'il y a à comprendre, c'est effectivement cette continuité sur le plan principalement financier, la question des capitaux, qui a accès aux capitaux. Et si on se pose la question, par exemple, des réparations par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, par rapport au mouvement qu'on observe aujourd'hui dans ces territoires, moi je dirais que la question de la vie chère qui donc qui cristallise et ces frustrations et ces continuités, si on l'observe à partir de ce biais-là, moi, mon idée serait qu'une idée de réparation serait peut-être la possibilité de créer un fonds monétaire, un fonds d'investissement assez puissant. Et lorsque je dis cela, de quoi je parle ? Dans nos territoires de Guadeloupe et de Martinique, on a la chance d'avoir énormément de diplômés et notamment énormément de personnes diplômées issues de grandes écoles de commerce, par exemple. On a le savoir, on a la créativité, on a un mouvement social qui demande plus de justice dans la répartition des ressources et qui remet en cause un modèle économique installé. La création d'un fonds assez puissant pourrait permettre à des personnes qualifiées, avec des diplômes de commerce et issus de ces lignées afrodescendantes ou indodescendantes, d'avoir des capitaux massifs pour tenter de challenger ces positions de manière concurrentielle, de manière juste, j'ai envie de dire, et de par leur créativité, de dédier ce fonds en fait, à la création d'activités nouvelles qui permettent de challenger ce qui est en place dans différents domaines, qu'il s'agisse de la grande distribution, mais d'activités liées aux nouvelles technologies, de prendre tout ça en compte aussi avec la thématique très importante du changement durable, de l'impact sur l'environnement, et finalement être un vivier de cette créativité que l'on a déjà, mais qui ne demande que des capitaux pour devenir concrète, pour se réaliser. Donc pour moi, ça serait peut-être une idée de mettre une forme d'investissement massif à disposition
de personnes investies et qui ont envie de changer les choses, de leur donner les moyens de le faire. Et s'il faut voir cette chose de manière, comment dire ça, viable sur le long terme, on pourrait par exemple demander aux acteurs qui en bénéficient, lorsqu'ils ont atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, eux-mêmes, de reverser une contribution financière dans le même fonds. Tout ça pour dire que voilà, lorsqu'on étudie les continuités depuis le système esclavagiste sous ce biais, voilà ce qui ressort pour moi. Et je pense que attaquer la permanence de l'accès aux ressources financières et aux capitaux les plus importants est certainement des axes les plus percutants à fouiller, à travailler. Okay. Merci Maëlle. Je voudrais qu'on parle de culture. Je me tourne vers Fanny Glissant. Oui. Une des conséquences majeures de la loi Taubira de 2001, c'était la question des programmes scolaires. Je pense que c'est très important qu'on ait cette transmission de l'histoire, de la mémoire de l'esclavage qui se fasse par l'école, mais l'école ne peut pas tout. Je pense que la culture, en dehors du cadre scolaire, du cadre académique, peut jouer un rôle majeur. Vous êtes réalisatrice et productrice. Dans quelle mesure la culture, en particulier la pop culture, peut faire bouger les lignes? Est-ce que vous pensez que oui, que ce vecteur d'émotion peut faire bouger les lignes et comment? Alors d'abord, je vous remercie de toutes ces belles pensées, phrases que vous avez. Voilà, moi, j'interviens vraiment comme saltimbanque, hein, au pied levé. Et donc, c'est à mon petit niveau, à mon humble niveau, que je vais essayer de répondre à ta question un peu complexe et un peu vertigineuse sur la fonction et l'utilité de l'école aujourd'hui. Et donc, rappeler ce que moi j'essaye de faire dans mon travail et avec les productions que j'essaie de me mener spécifiquement sur ce sujet. Je crois que ce qui est très important, c'est que pour moi, l'école, elle est centrale. Elle est centrale parce qu'elle apporte une base commune, une base de réflexion sur lesquelles les gens qui sont censés être concernés par cette histoire et les gens qui sont censés ne pas être concernés par cette histoire peuvent réfléchir ensemble. Je pense que ça, c'est un élément très important. Moi, ce que je peux vous dire et voilà, transmettre de mon expérience, c'est qu'entre la réalité du 4x52 minutes qu'on avait fait pour Arte, qui s'appelait Les routes de l'esclavage, auquel Myriam avait participé, auquel plusieurs personnes ici avaient participé, et la réalité on va dire, du socle commun partagé aujourd'hui par tous pour ce deuxième opus qu'on est en train de faire pour France Télévisions, qui va s'appeler Aux origines, l'esclavage, et qui s'appelait en titre provisoire Sortir de l'esclavage. La différence est vertigineuse. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une sorte de peau de chagrin et de rétrécissement sur ce qu'on sait, sur ce qu'on connaît, ce qu'on partage et ce qu'on remet en question sur la question de l'esclavage. Et ça, c'est aussi bien au niveau des gens censés être concernés par cette histoire, j'ai envie de dire des afrodescendants, que par des gens qui sont éloignés de cette histoire. Voilà. Et le comportement même des diffuseurs publics autour de ces questions, pour moi, est aussi différent. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient acquises, communément acquises et qui ne se discutaient pas. Aujourd'hui, on prend parfois des détours et des aménagements langagiers pour parler de cette question centrale et de ce fait historique central qu'est l'esclavage. Voilà, donc ça, pour moi, c'est la première des choses. Et pour moi, si l'école n'est pas le moyen de pouvoir communiquer ces faits, et ces notions, et que ces notions soient partagées par tous, nous, les saltimbanques, du coup, on doit ramer de façon encore plus excessive pour pouvoir justement dire non, on n'est pas dans quelque chose de partial, dans quelque chose de polémique, on est juste en train de rappeler des choses. Et donc la différence, elle est qu'aujourd'hui, il faut presque rappeler les notions de base, même dans un projet qui est un projet de divertissement, pour pouvoir commencer à pouvoir raconter des histoires. Voilà, je ne sais pas si... Voilà. Donc je parlerai peut-être de cette notion d'émotion que tu évoquais. Est-ce que la pop culture permet, quoi?
alors, l'héros de l'esclavage, c'était vraiment un travail voilà, de mettre à l'honneur la parole historienne. Il y a eu 40 historiens qui parlaient de recherche, une historiographie en mouvement, quelque chose de très vivant qu'on voulait présenter voilà, en 4 heures, dans toute sa complexité. C'était vraiment la noblesse de la pédagogie qu'on mettait, qu'on mettait en avant. Pour ce film qui va s'appeler Aux origines, l'idée c'était vraiment de passer, d'en faire un film de société. C'est-à-dire de se dire on va travailler autour de l'idée de la mémoire, quoi. Et de ce qui reste, des traces qui restent, aussi bien dans l'Hexagone, et principalement dans l'Hexagone. C'est ce qui me paraissait important, de dire il y a des choses qui se passent ici en France hexagonale, et pas toujours envoyer la question de l'esclavage à la périphérie. Et donc mettre à distance, aussi bien émotionnellement que géographiquement, cette question. Donc en faire un film de société et passer par l'émotion. Et passer par l'émotion, pas seulement des afrodescendants qui sont face à cette espèce de gouffre indépassable qui est la difficulté, la difficulté de faire lien avec les origines, mais aussi d'aller interroger des armateurs, des descendants d'armateurs, des descendants de marins, voilà, aujourd'hui, et leur travail de tentative de reconnexion à cette histoire. C'est vraiment ce qu'on a essayé d'enregistrer. Et alors, à mon humble niveau, l'idée, c'était de pouvoir faire justement réparation à cet endroit-là. C'est-à-dire que l'endroit de la mémoire partagée, pour moi, elle était très importante. Ce que je dois souligner, c'est que ce travail, il est possible, ce film, il est possible aujourd'hui d'être diffusé en prime time sur France 2 grâce au travail de la Fondation. C'est une certitude. C'est-à-dire grâce au travail de la Fondation et de tous, justement, vos efforts conjoints pour pouvoir amener une chaîne comme dans l'institution à se dire, voilà, il y a un moment dans l'année qui doit marquer justement ce travail autour de la mémoire partagée, quoi. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Ils vont le faire dès 20h30 et derrière, pour le 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, bref, ils vont faire un deuxième film autour de la dette haïtienne. Voilà. Et donc, je voulais juste, je me permets de rebondir par rapport à ce que tu dis et un peu préciser, moi, ce que j'ai voulu dire. Oui. Quand je disais que l'école ne pouvait pas tout, ce n'était pas du tout une façon de dénigrer ou de dévaloriser, mais c'était plus de poser la question, que fait-on de celles et ceux qui n'ont pas écouté à l'école ou de celles et ceux qui n'ont pas réussi à être intéressés par ce sujet-là? Je pense que des gens comme toi, le travail que tu fais, qui sort justement du contexte strictement scolaire, académique, etc., peuvent aussi toucher le grand public. Et on sait beaucoup de choses que l'on sait sur les grands moments de l'histoire. Ce n'est pas forcément des choses qu'on a retenues au collège et au lycée, mais c'est aussi les expositions, les bandes dessinées, les films, les dessins animés, enfin tout un tas de choses. Et donc voilà. Non, mais la force de la pop culture, elle est évidente parce qu'elle construit aussi des représentations positives. Hein. C'est-à-dire quand on a Wakanda Forever, par exemple, tout d'un coup, voilà, il y a une Amazone dans laquelle on peut s'identifier. Voilà, donc il y a des grands personnages et des grands héros que la pop culture travaille. Après, ils sont quand même représentés avec une culture américaine, pour ne pas dire nord-américaine, très puissante, quoi. La question aujourd'hui, elle est comment est-ce qu'on arrive à construire des récits et des représentations qui sont propres à une histoire beaucoup plus, j'ai envie de dire, centrée ici en France ou ici en Europe. La difficulté, là, elle devient immense. Immense parce que pour pouvoir construire avec précision, j'ai envie de dire, et pour que ces héros fonctionnent dans leur puissance, comment je vais dire, leur puissance de représentation, il faut aussi que les bases de connaissances soient suffisantes pour qu'on puisse se projeter sur des héros positifs. Voilà, c'est pour ça que... voilà. Je peux poser une question. Mais d'après ce que tu dis, il y aurait une régression des connaissances par rapport au premier film que tu as fait. Écoute, c'est ce que tu constates. Non, c'est très intéressant. Oui, parce que, par ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un double mouvement. Il y a la possibilité de faire ça en prime time sur France 2, donc un travail énorme d'action politique et de soutien presque militant
pour que ces questions-là soient au devant de la scène. Ça, c'est une certitude. Mais la réalité de la traversée des territoires, des interrogations, et là, on a été vraiment à Lorient, enfin, des villes qui sont concernées, hein, à Lorient, Nantes, évidemment Fort-de-Joux. Non, il y a quelque chose qui, pour moi, qui se rétrécit, qui régresse, une mise à distance, et voir une sorte de rejet un peu d'un revers de main de quelque chose qui ramènerait de façon encore systématique à des notions de culpabilisation. Voilà. Et toute génération confondue. Voilà. Donc je suis peut-être un peu moins positive, mais voilà, ça a été ressenti assez fortement. Voilà. Merci à vous quatre déjà pour ce premier tour de table. Maintenant, je voudrais avoir peut-être plus d'échanges justement donc, entre vous quatre. La loi Taubira, j'y faisais référence tout à l'heure, a été votée en 2001 à l'unanimité, plaçant la France à l'avant-garde de la reconnaissance de l'esclavage. Et près d'un quart de siècle après, quel bilan peut-on faire de ce texte et reste-t-il important? Alors toi, tu commençais à donner des éléments en disant il y a un rabrougrissement, etc. Qui veut prendre la parole et commencer sur ce sujet? Enfin, moi, je veux bien en parler en tirant ce que je vais dire de l'expérience que l'on a pu faire au sein du comité pour l'avènement de l'esclavage. Parce que ce qui est apparu, c'est que d'une part, il y a les réticences dont tu parles, mais qui sont liées, me semble-t-il, aussi à un contexte politique actuellement qui tend plutôt à la fermeture qu'à l'ouverture des questions, et qui se saisit même. Enfin, on est dans un moment où il y a un renversement du discours antiraciste et même de défense, restant sur l'antiracisme, on est dans cette période paradoxale où l'antiracisme est récupéré par l'extrême droite, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'il s'affiche comme maintenant les personnes qui vont défendre les positions antiracistes. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Parlement européen avec Mabula Soumaoro, qui a été interdite d'intervention au Parlement européen sur une lettre de l'extrême droite et un tweet de Marion Maréchal Le Pen qui disait qui accusait Mabula Soumaoro d'être une raciste, voilà, raciste antisémite, donc concurrent et à rebours de l'histoire, en tout cas de ce mouvement d'extrême droite. Donc ça, c'est une première chose, ce qui veut dire qu'il y a ce contexte-là. Mais en même temps, je pense que la loi Taubira, elle a été extrêmement importante parce qu'elle a donné une légitimité à des revendications que je vais dire d'afrodescendants, mais pas seulement, parce qu'il y a des municipalités qui n'étaient absolument pas constituées d'afrodescendants, mais qui ont voulu commémorer la loi Taubira. Et donc ça a donné une légitimité à des revendications de reconnaissance de personnes afrodescendantes. Et ne serait-ce que pour ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est de la reconnaissance, parce que c'est redonner une place dans la société, c'est reconnaître ce passé. Et je ne parle pas de tout le reste, en fait, c'est-à-dire les concours pédagogiques, le prix de l'histoire, le prix de thèse qui sera remis tout à l'heure. Mais ne serait-ce qu'à ce niveau-là, elle me semble extrêmement importante. Si je peux... Oui, je pense aussi que la loi Taubira est extrêmement importante. Elle l'a été, elle l'est encore. On l'a dit ce matin, la question des réparations y figurait dans la proposition originelle et puis a disparu. Donc elle a été critiquée à ce titre-là, c'est-à-dire pour avoir au fond reculé au moment où les réparations auraient pu arriver, au moins, disons, juridiquement ou légalement dans un texte officiel. Néanmoins, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'elle a été l'occasion pour un certain nombre d'associations de s'emparer de la possibilité de la loi Taubira pour demander réparation devant des tribunaux.
Alors, on sait que ça a échoué jusqu'à encore en cours de cassation en juillet 2023, pour un des derniers cas qui ont fait tout le chemin. Néanmoins, même si la demande en elle-même a échoué, ce que ça a produit quand même, c'est une forme de légalisme stratégique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, de plus en plus, la conversation, et tu disais tout à l'heure, la conversation est importante, la conversation sur les réparations s'est imposée. Les médias, alors effectivement, pas simplement des médias, disons, déjà engagés, etc., mais les grands médias ont commencé à rendre compte de telle ou telle décision de justice, etc. C'est-à-dire qu'au fond, ça a pris, c'est-à-dire le légalisme stratégique a fonctionné. Et au-delà du légalisme stratégique, il y a deux choses, je crois, vraiment super importantes. Un, la qualification de crime contre l'humanité, elle est juridique, mais elle est aussi morale. Et ça, c'est vraiment un truc dont on ne peut pas minimiser l'importance symbolique. Enfin, donc, j'ai conscience des limites, mais j'ai aussi conscience de la force du truc. Et la deuxième chose, c'est qu'au fil des plaintes et des jugements, les catégories juridiques, certaines catégories juridiques se sont mises à bouger, la question de la prescription a bougé, ou du délai de prescription, la question du traumatisme intergénérationnel ou transgénérationnel est arrivée dans le débat et elle est mobilisée. C'est-à-dire, on voit vraiment des choses qui, à mon avis, vont dans le bon sens, c'est-à-dire une arrivée d'un certain nombre de catégories et de paradigmes avec lesquels on peut penser mieux la question des réparations. Donc de ce point de vue-là aussi, ces effets, à mon avis, ont été et sont toujours très importants. En ce qui me concerne, je rajouterais juste, alors mon point de vue est que cette loi, elle reste importante, comme mes collègues. Je me suis beaucoup interrogé sur la pertinence de cette loi, je pense comme beaucoup de personnes, par rapport à son impact et justement ce qu'elle aurait pu produire de manière plus concrète, puisqu'on parle de crimes contre l'humanité, donc forcément émergeait le débat sur les réparations. Je pense qu'elle a contribué, cette loi, à impulser ce débat. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est d'autant plus importante, même sur un plan symbolique, lorsqu'on s'ouvre un peu à ce qui se fait, ce qui se dit dans les autres espaces. Si on considère, alors particulièrement depuis que je travaille à la London School, où je suis un petit peu dans ce contexte britannique, lorsqu'on voit qu'au début des années 2000, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson se déplaçant à la Jamaïque dans un contexte qui était celui qui suivait la grande conférence contre le racisme à Durban organisée par les Nations Unies en 2001, qui selon moi est un catalyseur aussi de l'émergence de cette revendication sur le plan caribéen, par rapport à ce qui va se faire avec le CARICOM, par rapport aussi à l'émergence des mouvements internationaux pour les réparations dans les îles françaises. À ce moment-là, il va en Jamaïque, il sait qu'il a attendu sur la question, il refuse de présenter des excuses publiques au nom du gouvernement britannique sur la question. Dans un autre contexte, 2023-2024, Rishi Sunak, Premier ministre britannique, issu d'une minorité indienne, bon, ça n'a rien à voir avec la question puisqu'il représente un parti politique avant tout, parti conservateur, réaffirme le fait que le gouvernement britannique ne présentera pas d'excuses pour l'esclavage colonial et la traite négrière. Et puis, changement politique, l'arrivée des travaillistes, 2024, après plus d'une quinzaine d'années, on pourrait se dire peut-être nouvelle approche de la question, nouvelle affirmation que le gouvernement travailliste ne présentera aucune excuse pour l'esclavage colonial et la traite négrière. Et là, je me dis quand même, lorsqu'on réaffirme cela avec autant de ténacité, la loi Taubira veut dire quand même quelque chose dans le contexte français. Ne serait-ce que sur le plan symbolique, en dépit de tout ce qu'il y a à faire en contrepoint. Et pour intervenir sur le contrepoint, néanmoins, je rappellerai, comme Thomas Piketty, l'économiste, l'a fait, que cette loi, elle a ouvert, elle a permis d'ouvrir une question assez importante qui n'a pas été posée, qui devrait l'être sur le plan concret maintenant, pour qu'on lui donne une continuité concrète. C'est la question de la réforme agraire, qui a échoué en fait dans ces territoires et qui pose la question des continuités dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en termes de logique
de réparation et d'injustice, il y a peut-être la plus grande richesse dans ces territoires, et c'est de la possession foncière. C'est encore lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, et l'intégration de ces territoires dans une économie mondialisée, capitaliste, dans laquelle la première richesse a toujours été dans ces territoires, la possession foncière, et peut-être passer par ce biais pour lui donner quelque chose d'un peu concret, la question de l'accès à des terres pour des personnes d'ascendance africaine, mais aussi d'ascendance indienne qui ont été intégrées à ce système post-esclavagiste par la suite. Et voilà, comme il le rappelle lui-même, pour rester sur son apport, effectivement, c'est une question qui est liée à la question des réparations aujourd'hui et qui doit être posée. Et aussi le fait que cette question des réparations ne devrait plus souffrir d'une certaine hiérarchisation des réparations telles que le sous-tend, dans le sens où des réparations ont été effectuées pour le crime contre l'humanité reconnu en lien avec la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le cas des Japonais aux États-Unis qui ont été indemnisés après un long combat. Donc voilà, juste rappeler que s'il y avait encore une hiérarchisation à faire dans la question des réparations, ce serait encore un mauvais signe à envoyer à l'échelle de l'humanité. Et à ce niveau-là, je pense que la loi Taubira reste un élément majeur. Voilà. Annie, tu veux ajouter un mot? Non, pour moi, elle est essentielle, puisque dans ces temps comme ça de régression, j'ai envie de dire, elle reste un rivet auquel on peut s'amarrer pour pouvoir mettre ça dans les premiers mots d'un film grand public. Voilà. Je me permettais de poser la question sur l'importance de la loi Taubira un quart de siècle plus tard, à ma petite échelle, donc de guide conférencier qui se penche sur ces enjeux de mémoire afrodescendante à Paris. Lorsque j'ai des touristes étrangers, particulièrement afrodescendants eux-mêmes, et qu'on va au mémorial du Jardin du Luxembourg et que je leur explique qu'en 2001, le Sénat puis l'Assemblée nationale vont reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, parfois il arrive que leur réaction immédiate c'est « Ah ben vous allez avoir des réparations ». Puisque si c'est reconnu comme crime contre l'humanité, évidemment, ça implique qu'il ne peut pas faire autrement. La France peut-elle se payer le luxe de ne pas se pencher sur la question des réparations? La question suivante que je voulais vous poser, c'est sur le mot « repentance ». L'historien Sébastien Ledoux, il dit que c'est à partir de 2007, et notamment dans la campagne de Nicolas Sarkozy, que le mot repentance c'est imposé dans le débat public. J'imagine que vous, à votre échelle individuelle, vous y avez probablement été confronté, de vouloir que la France roule dans la repentance. Je sais pas. Que répondez-vous? Que répondez-vous à j'imagine, ce procès d'intention sur le mot repentance? Je peux peut-être commencer. Bon, je serai assez court en fait sur la question. Comment dire? Moi, j'approche très précisément ce qu'on vient d'évoquer comme un débat que j'entends dépasser aujourd'hui. Alors, ce que je raconte, ce que je dis est quelque chose de très subjectif. Pour moi, avancer la notion de repentance aujourd'hui est juste un exercice argumentaire pour nier l'évidence, nier une évidence. Et j'ai tendance, c'est un de mes défauts, lorsqu'on nie des choses trop évidentes, à laisser ça de côté parce que je trouve que ça ne mérite pas de discussion et dépasser la question pour aller sur des choses plus concrètes et plus profondes. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que pour moi, il y a un ensemble de connaissances, de discussions et de choses qui ont été mises dans l'arène publique, dans la scène publique, qui permettent de dépasser la validité de ce débat. Ce n'est que mon point de vue. Je pense que c'est une question d'argumentaire qui est dans un contexte effectivement politique qui a été souligné par Madame Cotillas, qui a vu l'émergence des courants d'extrême droite, notamment ces dernières années, que sur le plan scientifique et du débat,
il n'y a plus de questions à ce niveau-là, en ce qui me concerne. Maintenant, il faut l'entendre, effectivement. Si l'argument il est présenté, comment y répondre? J'ai envie de dire, là, les différents acteurs réunis, on en parle tous de différentes manières. Il y a énormément de travaux. Il y a le programme important qui a été mené par Madame Cotillas avec le CNRS. Je veux dire, comment ne pas dépasser cette simple idée de repentance aujourd'hui pour ne pas se pencher sur quoi faire, comment s'entendre, et sur un projet politique commun, comme l'a rappelé Madame Besson, sur l'idée de créer quelque chose ensemble et d'arrêter de voir les choses avec ces petits sentiments individuels et collectifs. Voilà, c'est mon point de vue. Si je peux enchaîner, parce que voilà, je pense que ce qui est intéressant avec la notion de repentance, c'est qu'elle vient d'un vocabulaire religieux, en quelque sorte. Et donc, en effet, elle est d'abord individuelle. C'est d'abord quelque chose qui s'éprouve individuellement. Et donc, quand on dit, quand on nous répond, on ne veut pas de repentance, en fait, il y a d'abord quelque chose qui s'adresse aux individus. Et c'est comme si on demandait, quand on demande réparation, aux individus d'aller chercher dans leur âme et de se sentir extrêmement coupable vis-à-vis d'une transcendance, etc. Or, et bien évidemment, comme tu l'as rappelé, c'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'est jamais agi de ça, et surtout, en effet, plus du tout maintenant. Et par ailleurs, ensuite, depuis cet ancrage existentiel, religieux et individuel, quand on dit qu'on ne veut pas de repentance, tout d'un coup, c'est comme si, de manière analogue, la France ou un collectif pouvait collectivement éprouver de la repentance, ou comme si on demandait collectivement d'éprouver de la repentance. Alors déjà, ça pose le problème de savoir si un sentiment comme la repentance individuelle peut s'éprouver de la même manière collectivement. Ça n'a pas grand sens. Enfin, il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait en termes de groupe ou ce qu'on fait en termes d'individu. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire un sentiment collectif, bon. Et puis, ça saute en plus toute la dimension des entreprises privées dont vous avez parlé tous les deux, c'est-à-dire la réparation, c'est aussi en effet des banques, des assurances, des universités à qui, à un moment donné, dans une négociation politique et économique, il est question de demander des bourses d'études, etc. C'est-à-dire, au fond, on ne demande pas à l'entreprise de battre sa coulpe, enfin voilà, non, il s'agit quand même de quelque chose de très concret et de très peu mystique, quoi, ou métaphysique ou religieux. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que c'est vraiment cette idée d'une espèce de passage de l'individu le plus intime au collectif le plus détaché de tout ce qui constitue des médiations politiques indispensables pour pouvoir construire, en effet, du tissu commun. Voilà, donc le vocabulaire de la repentance, il est quand même... et, comme tu l'as dit, il est rhétorique. Alors moi, j'ai en tête un moment où il a été prononcé, on en reparlera tout à l'heure. Je crois que c'est au moment, le 24 décembre 2020, lors de la loi de restitution. Roselyne Bachelot, qui est ministre de la Culture, dit, on va faire une loi peut-être pour rendre le trésor, mais c'est une loi. Et c'est sur ce point-là, ces artefacts-là, et c'est pas du tout quelque chose qui peut être généralisé, parce que sinon, ce serait une question de repentance. Et donc, on voit bien qu'elle mobilise à ce moment-là quelque chose qui est un imaginaire de la repentance pour pouvoir restreindre la question des restitutions. Mais c'est totalement rhétorique et politique. Enfin, voilà. J'ai justement quelque chose... Ah oui, pardon. Quelque chose, oui, en fait, l'émergence de cette notion de repentance, en fait, c'est avant Sarkozy. La notion, elle émerge vraiment dans le conflit qu'il y a et dans la mise en accusation de l'historien Olivier Pétré-Grenouillot. Et dans cette affaire-là, il va y avoir une scission dans le groupe des historiens entre le comité sur la vigilance sur les usages de l'histoire et puis d'un autre côté, un collectif d'historiens sur liberté pour l'histoire. La question qui est posée, c'est justement celle de la repentance, et c'est ce qui va être dénoncé par le collectif d'historiens sur les libertés pour l'histoire. Mais qu'est-ce qui est derrière ça ? Derrière ça, c'est la constitution d'une identité blanche qui ne se dit pas.
C'est-à-dire que tout à coup, cette notion raciale qui est complètement invisibilisée ou qui est dénoncée dans l'espace politique français ressurgit, mais sous un autre angle. Parce que qui est appelé à se repentir, très clairement, ce sont des personnes qui s'identifieraient comme blanches. Donc vous voyez, la perversité du mécanisme, c'est que on ne parle pas d'esclavage, on ne veut pas en parler, on ne parle pas des questions raciales, mais que finalement, quand il faut se défendre, on va mobiliser une identité qui est une identité raciale. Et cette question-là de la race, on ne l'a pas évoquée, mais elle me semble absolument importante. Et elle doit être affrontée en France, non pas pour réifier des identités, bien évidemment, mais pour dire que la race est une expérience. Ce n'est pas une réalité, mais c'est une expérience sociale, et qu'à ce titre-là, il faut en parler pour créer ce collectif ou pour créer ce commun. Donc la question de la repentance, c'est l'opposé. C'est on fracture, on clive. Merci pour ces éclaircissements. En 2022, le New York Times publiait une grande enquête, donc la rançon, qui parle de comment en 1825 Haïti a été contraint de payer des réparations pour sa libération. Du côté français, ça a eu assez peu d'écho, pas de réaction officielle. Pour la France, le chemin de la réparation doit-il commencer par Haïti ? Alors, je vais... pour moi, ça va ensemble. Enfin, ça marche ensemble avec la question plus globale des réparations, et dans le programme de recherche qui a été financé avec de l'argent public. Non, je le dis parce que c'est important, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche. On a abordé la question à la fois d'Haïti et puis des réparations dans l'Empire français du XIXe siècle. Donc les questions sont liées. Elles sont liées pour plusieurs raisons, parce que ce sont des mécanismes économiques qui, même si elles se passent entre des interlocuteurs différents pour Haïti et pour 1849, on est dans cette évaluation des corps noirs et surtout de la restitution d'un équivalent monétaire pour des personnes, quoique par ailleurs il y ait une égalité du genre humain qui soit prônée. Bon, donc toutes ces distorsions sont importantes à souligner. Je ne pense pas que ça passe avant, très sincèrement. Ça doit être pensé conjointement, d'autant que les liens entre les deux indemnités doivent être encore développés, mais on sait bien qu'il y en a eu, en termes de personnes qui ont pu toucher l'indemnité, et aussi en termes d'expérience politique pour 1849. Donc, pas de hiérarchie, on est dans des situations qui sont différentes, les deux choses doivent être pensées ensemble. On m'a fait signe qu'on doit bientôt passer aux questions du public, mais j'ai une dernière question. On a parlé beaucoup des grandes institutions, des États. Est-ce que la réparation, ça doit forcément venir d'ailleurs, des autres? Est-ce que la réparation, elle peut venir des initiatives des personnes concernées, des afro-descendants? Est-ce que vous avez un avis sur le sujet, Fanny, Maëlle, Myriam? Je peux juste donner l'exemple de la révolution haïtienne, qu'on a été plusieurs à qualifier dans le groupe de recherche comme autoréparation. C'est-à-dire où on revendique sa liberté et on met à mal le système esclavagiste. Pour moi, c'est un exemple extrêmement important d'autoréparation. Il y en a d'autres, mais qui se font plus à des niveaux individuels, me semble-t-il.
Oui, c'est ça. En fait, tu parlais tout à l'heure de traumatisme intergénérationnel. Je crois qu'il y a l'énorme travail de généalogie qui est fait pour les afrodescendants et qui est vraiment quelque chose de très puissant, de très fort, voilà, que le CM98... Tu parles d'enchoucage ? Oui, je parle d'enchoucage, mais au-delà de ça, je pense d'enchoucage, parce que ça, c'est vraiment pour les afrodescendants, mais je crois qu'il y a aussi des gens qui s'intéressent à la généalogie. Et je te dis, je parle de marins, je parle des descendants de Surcouf, par exemple. Je parle des descendants de Le Mercier, qui était un marin, tu vois, au XVIIe siècle sur un navire. Enfin, je veux dire, le travail, il est pas juste à l'endroit des afrodescendants, il est peut-être plus collectif. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et moi, je voulais juste dire, quand tu dis, est-ce que ça passe par les autres, je me demande qui sont ces autres-là. Est-ce que la question, c'est pas aussi que le nous se répare, mais que simplement ce nous, il doit se repenser. Et c'est ça la réparation. C'est-à-dire, j'aurais des réticences à dire il y a des victimes et il y a des coupables. Et, tu vois, non, au contraire, je crois que la question de la réparation, elle engage à reposer la question de l'inclusion dans le nous. Et donc, c'est nous qui devons nous réparer, mais un nous qui n'est pas tout à fait le même que justement celui dans lequel les injustices ont été commises. Et c'est ça qu'on est obligé de repenser, en fait. Merci. Alors, juste pour terminer rapidement, en ce qui me concerne, je partage tout à fait cet avis du nous, effectivement, d'une réparation qui concerne un projet politique global. Après, sur la question de comment ceux qui peuvent se sentir directement impactés par rapport à leur construction identitaire en tant qu'afro-descendants pourraient approcher la question en termes d'autoréparation, je considère que c'est une notion fondamentale, c'est-à-dire que sur le plan de la dynamique, considérer qu'on est premièrement porteur de capacité de changement en soi est selon moi essentiel pour espérer impulser de manière indirecte et directe un changement plus global qui va toucher un nous beaucoup plus global. Donc dans l'idée, pour moi, c'est un concept fondamental, un concept qui peut passer pour les nouvelles générations par l'idée de comprendre son histoire, comprendre les liens dont on parle, comprendre les continuités, s'interroger sur la manière dont un peu plus de connaissances peut permettre de mieux comprendre l'environnement économique et social dans lequel on vit tous aujourd'hui, pour tenter d'y apporter des solutions et de contribuer à ce débat dans lequel le nous, on aura tous quelque chose à dire. Et sinon, je pense que les dynamiques d'autoréparation, si on fouille un peu l'histoire, on pourrait peut-être s'investir dans des études où je pense que des dynamiques comme ça ont déjà existé. Et peut-être, par exemple, la constitution des mutuelles et des tontines dans les campagnes antillaises au XIXe siècle, sur une notion de solidarité, sur une notion de comment en nous Marie-Soula tous ensemble, comment donc essayer d'avoir une comment dire ça, une coopération financière mutuelle, et était peut-être une idée de porter un contre-coup aux structures économiques en place que j'ai déjà présentées. Donc je pense qu'il y a des dynamiques d'autoréparation qui ont peut-être déjà été présentes et qu'elles le restent encore aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.